Souvent, certains d'entre eux disent qu'ils ont une vision. Vertigo. En Europe, on parle rarement d'art visionnaire. Ça existe, mais on n'en parle pas beaucoup. Et dans l'art brut, on parle d'art médiumnique parce que c'est lié à l'origine. Il y a des cercles spirites. What is wanted from an artist is he invents new things and not to confirm what has already been done by others in the past. Quand Guy Buffet ou Picasso font du faux graffiti, là, ils font exprès, ils savent dessiner. Mais là, ce sont des gens qui ne savent pas dessiner, mais qui ont quelque chose de si fort à dire que malgré leurs moyens simplifiés, ils ne s'arrêtent pas aux maladresses de la forme. You must do something new, something very different from the past, from that has been done. La grande différence entre l'art brut et le peintre du dimanche ou l'art naïf au sens banal, c'est que ce sont des gens habités. Vertigo de 16h30 à 18h sur la première. Bonjour Lucienne Perry. Bonjour, bonjour. Quelle surprise d'entendre Jean Dubuffet parler en anglais. Oui, Quelle rigolade. C'est assez rare. En fait, il parle très bien, mais avec un accent énorme. French. Aïe, terrible. So French, oui, so absolument. French. Lucienne Perry, vous publiez une nouvelle version de votre dictionnaire de l'art brut, cette somme consacrée à l'art brut, première édition 1997, et aujourd'hui, une nouvelle édition paraît, toujours chez Flammarion, une édition augmentée. Alors, qu'est-ce qui a changé entre-temps, qui nous vaut cette augmentation dans cette nouvelle édition ? Alors, plutôt qu'un dictionnaire, ça n'est pas un dictionnaire. Un dictionnaire, c'est vraiment une suite impropre, de ce que mots. j'ai dit, ouais. Voilà, c'est une histoire. Ouais. Et c'est une histoire. J'aime bien ce mot d'histoire parce que c'est le ton aussi que j'ai adopté. À l'origine, faut dire que c'est ma thèse en histoire de l'art, mais attention, il faut pas du tout que ça effraie qui que ce soit, parce que moi, j'ai voulu absolument écrire une thèse tout à fait claire, et d'ailleurs à tel point que Flammarion a voulu la publier. Ça montre en fait que c'est un livre tout à fait abordable à qui que ce soit. Et c'était très important pour moi, bien sûr, parce que c'était quelque chose que j'avais décidé, mais aussi étroitement lié au sujet. Si on parle d'art brut, on doit être, à mon sens, on doit être abordable, on doit être compréhensible, parce que les auteurs d'art brut sont des personnes qui sont des autodidactes, des gens qui se lancent dans la création artistique et qui doivent pouvoir avoir le droit à la parole et être compris. Alors, ce qui a changé en presque 20 ans, aïe, j'ai les frissons, eh bien, c'est qu'en fait, il y a eu le tournant du siècle. Et ce tournant du siècle, ce cap de l'an 2000, a changé beaucoup de choses pour l'art brut, surtout à partir de l'an 2000. En fait, il y a eu une explosion, un engouement énorme, un intérêt qui a décuplé. Une multitude de musées, de lieux d'exposition et d'expositions qui se sont déployés, des livres, beaucoup de livres qui sont sortis, des spectacles, des lectures. Vraiment maintenant, on a un intérêt tout particulier autour de nous pour cet art qui a été réalisé par des personnes qui sont des artistes sans le savoir. Oui, parce que alors effectivement, on va le rappeler encore une fois, la caractéristique des artistes de l'art brut, c'est qu'ils sont artistes sans le savoir, qu'ils sont autodidactes et que ce qu'ils produisent n'est destiné qu'à eux-mêmes d'une certaine façon. Voilà, et puis qu'ils ont très souvent une manière de protester. Mais alors non pas en descendant dans la rue et en criant haut et fort ce pourquoi ils protestent, c'est une protestation symbolique, une sorte de révolte pacifiste, et ils le font en dessinant, en peignant, en sculptant, en brodant, en écrivant et parfois en inventant même des machines insensées et utopiques. Donc les créateurs de l'art brut, oui, sont des artistes sans le savoir. Très souvent d'ailleurs, ils ne s'appellent pas artistes, ils n'appellent pas ce qu'ils font œuvre, mais ouvrage ou combine. Et puis ils se lancent dans la création artistique avec une liberté. J'ai envie d'utiliser que des capitales en écrivant le mot liberté, parce qu'ils ne connaissent pas les règles de l'art. Ils ne connaissent pas la manière avec laquelle on se doit de dessiner, de peindre et de promouvoir son œuvre et de parler de son œuvre. Donc ils sont ignorants. Et dans notre société, être ignorant, c'est quelque chose de très péjoratif. C'est quelque chose de négatif, vraiment. Ignorer, c'est ne pas savoir. Être ignorant, c'est ne pas connaître. Il y a un manque quand on est ignorant. Eh bien, nous, quand on est du côté de l'art brut, quand il y a cette ignorance-là chez les auteurs d'art brut, on sait bien qu'elle est goulayante, qu'elle est féconde, qu'elle est fructueuse, parce que comme ils sont ignorants des règles et des normes artistiques, eh bien, ils sont contraints de les inventer. Et c'est ça qui nous fascine, parce que cette contrainte-là, elle donne naissance, elle pousse même, elle contraint à une inventivité débridée.
et avec une liberté, comme je le disais, folle. Vous dites qu'inventer des normes, ils sont contraints à inventer des normes. Moi, je pensais plutôt que justement, ils n'inventaient aucune norme et qu'ils étaient dans la totale liberté. Non, moi je trouve qu'en fait, quand on dit qu'ils n'ont pas appris à dessiner, c'est faux. Ils n'ont pas appris à dessiner ni à l'école, ni dans une école d'art, ni dans une académie, c'est vrai. Mais ils apprennent par eux-mêmes et ils se forgent leurs propres normes, leurs propres règles. Et c'est bien ce qui fait qu'il y a un système d'expression artistique. Et d'ailleurs, si on montre plusieurs œuvres, par exemple plusieurs dessins d'un même artiste, d'un même auteur d'art brut, très vite on repère, mais très très vite, pas besoin d'être un spécialiste, très vite on repère qu'il y a certaines habitudes, certains usages et qu'il y a une patte, qu'il y a un système, qu'il y a une manière de dire, de s'exprimer, qui a été évidemment tout inventé, mais qui est très rigoureuse et du reste parfois très élaborée, très sophistiquée. Si on regarde Wölfli, Valla, des auteurs d'art brut connus ou les moins connus, on se rend compte toujours qu'il y a une manière de mettre au point, de mettre sur pied un système d'expression artistique et puis une manière de réfléchir. Loin de moi l'idée de dire que ce sont tout simplement des personnes qui sont naïves et qu'ils ne travaillent qu'avec leur intuition et leur spontanéité. Oui, c'est vrai, ils travaillent avec leur spontanéité et leur intuition. Mais souvent, la plupart du temps, ils élaborent des modes d'expression de manière très rigoureuse, très orchestrée, rien de plus orchestré qu'un dessin de Wölfli, très orthogonal, avec une symétrie, une double symétrie axiale, latérale, tout est vraiment très sophistiqué, mais ça n'empêche pas qu'ils déploient leur inventivité et leur intuition, parce que c'est vrai qu'ils sont particulièrement forts dans leur intuition, et c'est bien ce qui frappe sur notre tambour de l'âme, c'est bien ce qui frappe chez nous. C'est aussi sur notre intuition que ça fait vibrer des cordes. C'est bien ça, en fait, ça nous rappelle sans aucun doute notre enfance. J'entendais il y a pas très longtemps Michel Thévaux qui disait, c'était une toute petite phrase et je la retrouve. L'ancien directeur de la collection de l'art brut. Voilà, ouais. Et spécialiste d'art brut. Ouais. Eh bien, lui disait que l'art brut est irrémédiablement lié à l'enfance. Eh bien, je crois que c'est aussi cela qui fait que lorsqu'on est devant des œuvres, lorsqu'on entre à la collection de l'art brut ou dans n'importe quel musée d'art brut, que ce soit en France, en Italie, en Angleterre, en Espagne, parce que maintenant il y en a énormément, eh bien, ce qui nous désarçonne, ce qui nous trouble, sans aucun doute, ça n'est pas que ça, mais c'est en partie ce qu'il y a de plus enfoui en nous, dans notre enfance, de cette enfance qui est notre immense trésor à nous tous. Il n'y a pas un seul individu sur Terre qui n'a pas gardé, enfoui en lui quelque chose de son enfance. Et quand un petit enfant entre à la collection de l'art brut, moi je dis toujours que c'est comme un poisson dans l'eau, eh bien parce que tout simplement ce ludisme créateur, cette envie de jouer dont font preuve les auteurs d'art brut, eh bien ça fait écho chez un petit enfant, même quand il est tout petit. Il y avait en tout cas des visites à la collection de l'art brut. Moi j'avais institué ça, des visites pour les enfants de 3 à 4 ans. Évidemment, quand ils sont arrivés pour la première fois, je me suis dit, aïe, 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 mon Dieu, ils sont vraiment tout petits, là. Et puis, il y en a un qui m'a pris par la main et je me suis dit, ah, tiens, bonne idée, ça, c'est une bonne idée. On va tous se tenir par la main. Et c'était une manière, en fait, de commencer notre visite et d'entrer dans le musée. Et je voyais bien, en fait, parce que évidemment, c'était pas une visite où on parle et où on raconte, c'est une visite où on pose des questions, parce que eux sont des observateurs absolument extraordinaires. Ils n'ont pas encore les œillères que nous avons. Ils savent déceler, ils savent voir tout de suite quand il y a plusieurs points de vue, plusieurs échelles dans un même dessin. Alors ils ne diront pas qu'il y a plusieurs points de vue ou plusieurs échelles, mais ils comprennent tout à fait très vite ce qu'a voulu dire l'artiste, comment il s'y est pris, comment est-ce qu'il l'a fait pour créer une œuvre qui, effectivement, désarçonne et même parfois fait peur, parfois émerveille, parce que ce sont toutes les sensations que convoque l'art brut. J'écoutais aujourd'hui l'interview d'un collectionneur français d'art brut dont on dit qu'il a la plus grande collection privée au monde d'art brut. Et on lui posait justement cette question de son intérêt pour l'art brut. Et alors que c'est un homme extrêmement facond et qui parle absolument sans problème, il a eu un blanc. Et un blanc parce qu'il était justement pris sur le fait de son intimité d'une certaine manière. Et il était très gêné de devoir répondre à la question du journaliste parce que ça renvoyait justement, ça faisait écho, il l'a dit à demi-mot un petit peu plus tard, à quelque chose de très intime, de très profond, qui touche vraiment, oui, au plus
profond de notre intimité et de l'enfance. Est-ce que pour vous, Lucienne Perry, ça a été le même cas? C'est-à-dire que la première fois que vous avez été confrontée à l'art brut, tac, tout à coup, vous avez été traversée. Oui, moi je me souviens d'avoir ressenti, j'aime beaucoup l'expression de Jean Genet, une déflagration poétique. J'aime bien cette expression parce qu'en fait il y a le mot déflagration, quelque chose de violent, hein, c'est quelque chose de fort et de violent et à la fois quelque chose de poétique. En fait, je crois que devant les œuvres de l'art brut, comme vous dites, ça frappe sur le tambour de l'âme et ça atteint notre intimité. Je crois qu'on ne ressort jamais d'une exposition d'art brut comme on y est entré. Parce qu'en fait, cela fait écho à notre propre intimité, à ce que nous connaissons de l'étrangeté. Il y a autour de nous une étrangeté, un invisible, un incompréhensible. Alors moi, je parle et j'aime insister là-dessus. Je trouve que c'est une part qui a été très très peu étudiée et très peu mise en avant. C'est la part spirituelle de l'art brut. Alors non pas forcément religieuse, parfois oui religieuse, mais spirituelle au sens très large du terme. Y compris spirit. Spirit, exactement. Certains sont en contact étroit avec les défunts, ce sont les spirites. Ils parlent vraiment avec des défunts, avec des morts. Alors on y croit ou on n'y croit pas, mais peu importe. D'autres sont en contact étroit avec la nature, avec les puissances de la nature. D'autres avec des forces supérieures, d'autres des forces occultes. Moi j'ai rencontré des auteurs d'art brut et notamment une créatrice chinoise, Guo Fengyi, à Xi'an, au centre de la Chine, qui, elle, se mettait en condition lorsqu'elle allait commencer à dessiner, comme en fait le font des personnes qui commencent leur leçon de yoga ou leur leçon de méditation. En fait, elle se recueillait. Mais en utilisant ce terme, je l'utilise de la manière la plus simple qui soit, une sorte de recueillement avec soi-même, donc visé vers l'intérieur, mais aussi vers l'extérieur, vers ce qui se passe, vers un bruit, le passage d'un nuage, un oiseau, peu importe, mais enfin, être vraiment dans un état de recueillement. Et Guo Fengyi, en fait, se couvrait, mettait un bonnet, un chandail, etc. Et puis, au centre de sa feuille de papier, qui était très longue, parfois de plusieurs mètres, au centre de sa feuille de papier, eh bien, elle se lâchait d'une certaine manière et elle écrivait quelques idéogrammes. C'est comme si elle convoquait des idées, des personnages ou des forces. Alors parfois c'était un personnage comme une impératrice. Il y a eu une seule impératrice en Chine, Wu Zetian. Ou alors c'était parfois une idée, une notion. Et puis ensuite elle donnait libre cours à son impulsivité, à sa spontanéité et une foule, une myriade de tracés, de touches de pinceau, eh bien, formait, disait-elle, en improvisant, presque malgré elle, mais en adéquation avec ses forces occultes, eh bien, et avec les visions qu'elle avait, formait des corps. Et en fait, ce sont que des corps qu'elle a dessinés. Je crois que le corps, c'est aussi une des notions capitales dans l'art brut. Des corps sont dessinés, des corps sont évoqués. Je crois que le corps a été très important pour certains auteurs d'art brut qui ont été enfermés dans les hôpitaux psychiatriques. Parce qu'en fait, ces gens-là, dans les années 1920, 1930, 40, 50, eh bien, lorsqu'on entrait à l'hôpital psychiatrique, à ce moment-là, eh bien, on était privé non seulement de sa personnalité, non seulement de sa liberté, de ses contacts avec la société et avec sa famille. Donc on vivait une sorte d'exil familial, d'exil mental, d'exil personnel. C'était une mort civile que l'on devait vivre, et puis on était dévêtus, et on ne pouvait plus porter ses propres vêtements, ni même ses accessoires. Et regardez, nous tous, aujourd'hui, ce matin, avons choisi, d'une certaine manière, nos vêtements pour dire quelque chose, pour dire, pour être, pour affirmer un certain trait de notre personnalité. Ces gens-là étaient contraints de porter un uniforme conforme à l'hôpital psychiatrique, aux normes et aux règles de l'hôpital psychiatrique. Et en fait, ces gens ont été physiquement, corporellement annulés, anéantis. Et ça n'est pas pour rien que certains d'entre eux ont créé des vêtements. Il y a quelques vêtements à la collection d'art brut, mais il y en a dans d'autres collections absolument éblouissantes. Dernièrement, on a mis au grand jour des vêtements réalisés dans un hôpital psychiatrique à Turin, réalisés par un homme qui avait récupéré des serpillères, qui les avait
effiloché et qui s'était créé une sorte de grand manteau, mais comme une sorte de grande casaque et de grands pantalons qui, d'une certaine manière, lorsqu'il les portait, sans aucun doute, devait le protéger, avait peut-être cette capacité protectrice. Et de lui rendre une identité. De lui donner une identité. Et puis, ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'on retrouve cela aussi dans d'autres sociétés, dans d'autres traditions. Par exemple, en Afrique, certains chasseurs portent des tuniques talismaniques, des tuniques avec des petits gris-gris qui les protègent des balles, qui les protègent des agressions et des violences. Donc, ce qui est vrai pour certains auteurs d'art brut, étonnamment, eh bien, on le retrouve comme des croyances à des 1000 lieues de l'endroit où ils l'ont réalisé. Moi, je crois en fait que ce corps qui a été anéanti, eh bien, comme vous le disiez, ils retrouvent leur identité et par ce corps qu'ils retrouvent, ils retrouvent leur propre personne et leur propre personnalité. Notre corps, c'est aussi notre personnalité. Lorsqu'on parle de spiritisme, de spirit, de ces artistes qui déclarent tout à coup, voilà, j'étais mineur et puis j'ai entendu des voix qui m'ont dit prends des couleurs et peins, dessine, et je me suis lancé. Effectivement, là, ça peut intéresser certains médecins, les psychiatres d'ailleurs s'y sont très souvent penchés, mais aussi par exemple Victor Hugo qui s'était épris de spiritisme et qui travaillait sur des tâches, retouchait des tâches, enfin faisait des œuvres qui tendaient vers l'art brut d'une certaine manière, sauf que Victor Hugo effectivement avait sans doute un autre regard sur l'art et une approche de l'art qui était tout à fait différente. Vous évoquiez tout à l'heure, Lucienne Perry, la bascule des années 2000. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'il y a une bascule liée à l'essor du spiritisme qui fait que tout à coup, ce qui était totalement invisible devient petit à petit de l'art brut jusqu'aux années 2000 où ça explose grâce au spiritisme? Il y a 1000 manières de se pencher sur ces œuvres, par exemple, spirit. Il est clair que certains diront oui, effectivement, le sage a, lorsqu'il avait 33 ans et lorsqu'il était dans une mine, entendu un jour cette voix lui dire « Un jour tu seras peintre ». Alors peut-être bel et bien qu'il a entendu cette voix-là. Mais d'autres personnes prétendent et disent en fait que le sage, ayant un statut social qui est celui du mineur de père en fils, il vivait dans le Pas-de-Calais, son grand-père était mineur, son père, etc., n'a jamais pu avoir le culot d'affirmer une envie, un désir d'être peintre, et qu'en fait... Il a refoulé. Voilà, cet alibi, ce spiritisme, le fait de dire d'être en relation avec des morts, eh bien c'était un alibi qui lui permettait de pouvoir peindre et de dire mais non, ça n'est pas moi. Je décline toute responsabilité. Je ne suis pas l'auteur de ces œuvres. D'ailleurs, il décline toute paternité d'une certaine manière de ces œuvres. Alors, tout dépend. On peut aborder ces œuvres. Je crois que c'est aussi quand on regarde ces œuvres. Alors pour le coup, quand on voit ce qu'il a produit, c'est de l'art brut. Oui, c'est de l'art brut. C'est de l'art brut, mais voilà, c'est de l'art brut, mais en fait, on ne sait pas si ce qu'il a dit est vrai ou faux. Mais une fois encore, peu importe. Et pour moi, ce qui surtout domine, c'est le fait que dans les œuvres d'art brut, il y a une multitude de portes d'entrée. Et je crois que c'est aussi ce qui fait que ce musée, la collection de l'art brut à Lausanne, ou alors la grande collection de Bruno de Charme, ABCD, à Paris, ou alors toutes les collections d'art brut, lorsqu'elles sont fréquentées, eh bien on se rend compte que si on fait une petite enquête rapide, eh bien on se rend compte que se côtoient des gens qui sont issus du milieu médical, parfois des personnes qui font des enquêtes sociologiques, d'autres fois des médecins, d'autres fois des étudiants. On voit qu'à la collection de l'art brut, il y a de tout petits enfants, des mères de famille, il y a des bricoleurs du dimanche qui, eux, ne posent des questions que sur comment est-ce qu'il est arrivé à faire tenir ça sur ceci et cela. Et ce qui, moi, m'émerveille, c'est de voir qu'il y a une sorte de démocratie, une espèce de carrefour démocratique qui fait qu'une myriade de personnes se retrouvent pour des raisons complètement différentes. Je me souviens, par exemple, d'un vernissage où je présentais une œuvre que j'avais repérée dans les réserves d'un musée d'ethnographie à Turin. Une œuvre réalisée par un auteur d'art brut à Turin qui était faite uniquement avec des os de bovins, donc des os de vache. L'homme était enfermé dans cet immense hôpital psychiatrique de Turin et allait chaparder dans la cuisine de l'hôpital des os de vache. Évidemment, il les nettoyait, il les polissait et ensuite il réalisait
des petites pièces, toutes petites, assez petites, même que l'on tenait dans la main comme ça. Il les cisaillait, coupait, les gravait. Et en fait, toutes ces pièces, il les avait assemblées les unes dans les autres, de telle sorte qu'il avait réussi à réaliser une œuvre de 40, 50, 60 centimètres de haut, qui était une sorte d'arche de Noé, qui était un assemblage de différentes pièces ciselées, sans colle, qu'il faisait tenir, sans colle, ni lien, ni ficelle, ni rien du tout. Eh bien, cette œuvre était absolument stupéfiante. Je sais plus pourquoi du tout je dis ça. Parce qu'on parlait on en était au spirit et au fait que tout à coup, effectivement, certaines œuvres, par exemple, font la transition entre l'esprit spirit où on découvre l'art brut et ensuite l'an 2000 qui marque en fait un tournant. Et sans le spiritisme et la découverte des œuvres d'art et notamment des tentatives de certains comme Victor Hugo de reproduire ces œuvres-là, on serait peut-être pas arrivé à cette bascule de l'an 2000 à laquelle on assiste tout à l'heure, ce que vous aviez dit, Lucienne Perry, où on voit effectivement une explosion invraisemblable de collections et de musées dans tous les coins de la planète. Oui, et en fait, je me souviens maintenant pourquoi je raconte toute cette histoire autour de Toris. Il s'appelle Toris, cet homme, parce que je me souviens que lorsque j'avais ouvert cette exposition, le vernissage à la collection de l'art brut, eh bien, j'avais présenté l'un à l'autre un boucher, donc qui s'appelle Olivier Guillet, qui est boucher, et Madame Dolphine, Maria Teresa Dolphine, qui elle est psychanalyste. Et en fait, ils avaient eu beaucoup de choses à se dire, parce qu'en fait, le boucher lui expliquait à cette psychanalyste pour quelles raisons cet homme avait utilisé ces os-là et non pas d'autres, parce qu'ils étaient plus faciles à cisailler. Et la psychanalyste expliquait à ce boucher pour quelles raisons cet homme avait tout à coup eu envie de réaliser cette œuvre. Moi, je suis persuadée que l'art brut a cette grande puissance et peut-être, voilà, c'est une de ses toutes grandes forces, c'est de faire se réunir un boucher et une psychanalyste, mais aussi une foule d'autres personnes, des gens qui ne sont pas du tout des habitués de l'art, qui ne sont pas des habitués de la culture ou de la grande culture, et qui tout à coup s'engouffrent dans ce musée, sont troublés, sont intéressés, et se disent, en regardant ces œuvres, tiens, ça me donne envie de faire. Ça me donne envie de faire la même chose. Alors moi, quand j'entends ce genre de phrase, je me dis Paris gagné. Paris gagné. Parce qu'en fait, eh bien, les personnes qui visitent un musée et qui habituellement sont quand même dans un rôle passif, c'est-à-dire de regarder des œuvres, de les admirer, de les consommer, ils sont des consommateurs, eh bien ces gens-là deviennent des acteurs, ils deviennent peut-être, en tout cas ils en ont envie, des personnes qui vont créer ces œuvres-là. Lucienne Perry est notre invitée. Je vous rappelle la publication dans une version nouvelle et augmentée de ce livre consacré à l'art brut. C'est publié chez Flammarion. Ce n'est pas un dictionnaire, on le répète, Lucienne Perry. C'est tout simplement un livre qui raconte l'histoire de l'art brut, des origines presque à nos jours. Il y a débat sur les origines de l'art brut. Hello, Sylvia Riviere, back with you once again. Vertigo. Please give a big welcome to Art Brut. C'est un groupe anglais, il s'appelle Art Brut. Voilà. On les trouve jamais sur Internet, je vous le dis tout net. Si en plus, c'est vrai. Oui, c'est vrai, oui. Mais j'ai un CD de Art Brut. Vous voyez, quand je vous dis que cet homme a toutes les qualités, c'est pas mal, mais c'est pas non plus. Non, c'est pas exceptionnel. C'est beaucoup moins bien que la collection de l'art brut. Majorité des artistes de cette collection exceptionnelle. Ouais, exactement. Lucienne Perry, donc je rappelle la publication de ce livre de l'art brut chez Flammarion. On a évoqué pas mal de choses avec vous autour de l'art brut, notamment tout ce qui a trait au spiritisme, qui a été une des premières vagues qui a fait s'interroger notamment les psychiatres sur l'art brut. Ces artistes qui étaient internés, très nombreux artistes internés en asile, qui ont produit pendant leurs années d'internement des œuvres d'art brut tout à fait considérables. Et puis je ne sais pas si vous connaissez cet homme, il s'appelle Robert Heinlein. Non. Alors c'est un Américain, c'est un auteur de science-fiction qui est très très peu connu. Moi j'ai découvert il y a 2 heures. En 1949, il imaginait ce que serait notre futur dans les années 2000. Et d'après lui, l'art moderne serait discuté uniquement par des psychiatres. Voilà ce qu'était la vision qu'il avait en 1949 de l'art moderne. Mais au fond, ça change pas.
on parle d'art brut là et on parle d'artistes internés, mais au fond, dès qu'une nouvelle forme d'art apparaît, elle dérange toutes les autres. Et donc on la questionne et en général on fait appel au psychiatre. Oui, mais alors attention, l'art brut, c'est vrai, réunit des auteurs qui ont fait l'objet d'un diagnostic psychiatrique ou qui ont fait un séjour dans un hôpital psychiatrique. Mais il ne faudrait pas faire cette confusion qui est encore un peu présente, c'est de penser que l'art brut, c'est un art réalisé par des personnes qui sont des malades mentaux. En d'autres termes, brutalement dit, que l'art brut, c'est l'art des fous. Il est vrai que certains ont fait l'objet d'un diagnostic, mais d'autres, sont des personnes qui sont, je crois, plutôt des marginaux. Des gens marginaux qui ne sont pas dans le mainstream, qui ne suivent pas les sentiers battus, qui sont des personnes, on va dire plutôt excentriques, solitaires, hors normes, souvent inadaptés, effectivement des personnes qui n'arrivent pas à trouver une bonne place dans une chaise qui leur est présentée. Ce sont des gens qui sont debout. Ce sont des gens qui n'ont pas envie de s'asseoir, qui n'ont pas envie de s'installer. Ce sont des personnes qui, d'ailleurs, la plupart du temps, ont été mises à l'écart, ou alors se sont mises à l'écart, ou en tout cas n'ont pas voulu ou n'ont pas pu sortir de cet écart, de cet exil, et qui, pour réagir, inventent un univers duquel cette fois-ci, ils ne seront pas déclassés, duquel ils ne seront pas exclus. Ouais. Exactement. En fait, ils ont souffert sans aucun doute d'une exclusion, d'une forme d'exclusion, et ils se retrouvent dans un univers qui est le leur, où non seulement ils ne sont pas exclus, mais en plus, ils sont les maîtres absolus, ils sont les démiurges, ils sont les architectes de cet univers. Et là, alors, ils se sentent vraiment avec une puissance extraordinaire. Donc, ce qu'il y a d'étonnant, c'est de remarquer au fond que quand on frappe à leur porte, c'est ce que j'ai fait à de très nombreuses reprises parce que ça m'a semblé important d'aller les voir, d'aller leur rendre visite. Eh bien, lorsqu'ils ouvrent la porte, ils sont tout étonnés. La première réaction de la plupart des auteurs d'art brut, c'est l'étonnement. Être étonné qu'on s'intéresse à ce qu'ils font. Ils ne peuvent pas comprendre en fait que d'autres qu'eux-mêmes, ou alors un voisin ou un cousin, mais que d'autres que eux ou des très proches s'intéressent à ces excentricités, à ces extravagances, à ces crayonnages, à ces dessins, ces broderies, ces tricotages insensés et insolites, à ces constructions absolument folles. Par exemple, Gustave Mesmer qui inventait des machines à voler avec lesquelles il n'a jamais réussi à quitter le sol plus haut que la hauteur d'une paume de la main, disait-il, et encore, la fois où j'ai réussi à décoller du sol, il y avait personne pour me voir. Mais ça ne l'empêche pas, je crois que ce n'est pas si important que ça, parce qu'en fait, ça lui donnait quand même l'envie à chaque fois d'essayer d'inventer une nouvelle machine, souvent grâce à un simple vélo qu'il dotait d'une grande paire d'ailes amovibles, absolument extraordinaire, d'une sorte d'hélice tonitruante qui était reliée au pédalier, et quand il descendait et dévalait une colline, parce qu'il expérimentait ces machines, il pédalait tant et tant que cela faisait tourner à vive allure l'hélice qu'il avait sur la tête, mais chaque fois ça ne marchait pas. Il se cassait la figure, il y a des films d'ailleurs qui montrent ça, il se cassait la figure et il reprenait de plus belle. Je crois que ce qu'il y a aussi qui nous fascine chez les auteurs d'art brut, c'est cette ténacité, cette envie, insistance mais cette insistance, parfois qui dure plusieurs décennies. Et ce sont des milliers d'œuvres. Wölfli, ce sont 25 000 dessins. Et sur ces dessins, il y a non seulement des figures, des formes, des dessins, mais il y a des partitions de musique et il y a des textes. Donc des textes en prose et des poèmes. Donc des œuvres d'art totales, des œuvres où en fait les différents moyens d'expression que nous avons pour habitude de séparer, eh bien pour eux il n'y a pas de ségrégation. Wölfli, c'est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres qui mêlent la figure et l'écriture. Il n'y a pas de différence entre dessiner et écrire. Et d'ailleurs, un des artistes, Heinrich Anton Müller, qui d'ailleurs habitait pas si loin que ça, à Corzo, tout près de Vevey, il travaillait dans les vignes, eh bien lui, lorsqu'il a été interné à l'hôpital psychiatrique de Münzingen, près de Berne, eh bien lui avait réaliser un dessin qui est extraordinairement émouvant. Il dessine un personnage qui semble être un autoportrait avec beaucoup de courbes, beaucoup d'arabesques. Ça semble être lui-même et il dessine
avec une ligne qui est proche parente de celle avec laquelle il a dessiné son personnage. On dirait que c'est exactement la même ligne. Et il écrit « À ma femme, j'envoie ce ventre depuis si longtemps qu'elle est privée de moi. » Chaque fois que je vois ce dessin, à chaque fois que je parle de ce dessin, je suis troublée. J'ai les frissons et je crois que c'est ça une des forces de l'art brut. C'est qu'en fait, non seulement ces œuvres nous parlent parce qu'au fond, sans aucun doute, parfois, il y a le reflet bien sûr d'une souffrance, bien sûr d'une vie qui a été douloureuse ou d'une expérience traumatique de laquelle ils ne se remettent pas, mais je crois que les auteurs d'art brut vont au-delà et c'est ça qui nous fascine. C'est qu'en fait, ils ne tiennent pas à cela. Leurs œuvres, ça n'est pas le journal intime, on n'a pas sous les yeux le journal intime de leur souffrance ou de leur vie. Ils vont au-delà, ils deviennent de véritables créateurs, des visionnaires, ils inventent un univers, une création artistique qui leur permet, justement comme je le disais avant, de ne jamais être assis et d'être debout et de toujours être en état d'alerte. Et moi, c'est ça qui me fascine et qui me trouble, c'est cette manière d'arriver à transcender non seulement tout ce qu'ils ont vécu, de traumatique et de dramatique, mais de transcender aussi la réalité et d'inventer un monde imaginaire, fictif, absolument éblouissant. Vous nous disiez tout à l'heure, Lucienne Perry, la surprise qu'ont certains artistes d'art brut de vous voir débarquer un jour chez eux au milieu de la Chine ou que sais-je encore. Oui. Comment vous les trouvez? Enfin, comment est-ce qu'on les découvre, ces gens? Parce que s'ils restent chez eux à dessiner des locomotives sur des papiers de 3 mètres de long pendant 40 ans et que ça sort jamais de chez eux et qu'eux-mêmes ne sortent quasiment pas ou n'ont aucune relation avec l'extérieur, eh bien oui, c'est extrêmement difficile. En fait, quand on recherche de l'art brut, on ne travaille jamais de la même manière que quand on recherche de l'art d'une manière générale. Il n'y a pas d'agent, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de relais, il n'y a personne. Il n'y a pas de festival, il n'y a pas de salon, il n'y a pas de... Il y a des galeries quand même un peu maintenant, il y a très très peu de musées. Donc comment faire pour découvrir des nouveaux auteurs d'art brut? Moi, j'aime beaucoup parler de ça parce qu'à chaque fois, j'aime rendre hommage à toutes les personnes qui m'ont aidé. En fait, il y a toujours besoin d'une personne, d'une tierce personne, qui fait le relais entre la collection, quelle qu'elle soit, un musée ou une autre collection, la personne qui va donner l'information. C'est une sentinelle. C'est une personne qui donne l'alerte. Et moi, j'aime parler de ces gens-là en disant que ce sont des figures tutélaires, protectrices, tout simplement parce que ces gens-là, c'est par exemple un parent, un ami, un voisin, un médecin. C'est une personne qui a apporté un regard avisé et averti sur le dessin, la broderie, la sculpture insensée, utopique, réalisée par l'auteur d'art brut, qui travaille effectivement dans le secret, le silence et la solitude, et qui ne parle pas de ce qu'il fait, et qui n'ira jamais montrer son œuvre en disant « voilà, je fais de l'art brut », qui d'ailleurs, la plupart du temps, ne montre jamais, ou très peu, ce qu'il est en train de réaliser. Certains ne veulent pas montrer leurs œuvres. Et d'ailleurs, il faut le respecter. Je crois que ça doit rester en cachette. Alors, grâce à ces personnes-là qui nous indiquent, moi j'ai eu une chance énorme de pouvoir être guidée, accompagnée par de nombreuses personnes qui m'ont en fait donné les clés du jardin. Et c'est de cette manière-là que j'ai pris la clé et que vraiment je me suis engouffrée dans ce jardin et que j'ai rencontré des auteurs d'art brut qui n'auraient peut-être jamais eu l'idée de montrer ce qu'ils avaient fait. Michel. Lucienne Perry, mais le marché maintenant s'intéresse de plus en plus aux artistes bruts. Il y a vraiment un changement qui a opéré. Oui, c'est vrai que ce grand changement qui est apparu à partir des années 2000 et même encore plus à partir des années 2010, il concerne effectivement aussi le marché. Là, le marché s'est déployé à très très vive allure. On sait pourquoi? Parce que c'est quoi? C'était l'art, disons, non brut, c'était devenu c'était trop cher, c'était l'ennui. Voilà, certains disent que l'art contemporain, moins radical. Une certaine partie de l'art contemporain s'est un peu essoufflée, moins radical sans aucun doute, et cette radicalité, on la trouve chez les auteurs d'art brut. Cette radicalité, cette violence, et ce qui est étonnant, c'est de voir en fait que certains prix
de Wölfli, d'Aloïs, de Lesage ont pris l'ascenseur, mais à une vitesse absolument vertigineuse. Et à tel point d'ailleurs que les musées qui ont à disposition une certaine somme comme budget d'acquisition doivent être astucieux et doivent précéder les collectionneurs et doivent précéder les marchands. Et c'est en cela que le défi est assez complexe, parce qu'en fait il faut précéder les marchands et les collectionneurs et puis essayer de rechercher des personnes qui se cachent. Donc c'est un défi extraordinaire. Et quand, évidemment, on est face à des gens qui sont vulnérables, eh bien, on essaye de se dire qu'il serait bon qu'on puisse montrer ses œuvres dans des lieux où, l'œuvre ne sera pas forcément dispersée. Ouais, parce que ça risque d'être un problème si directement les galeristes vont, ou bien les musées vont aller voir ces artistes. Vous ne craignez pas que ça fragilise le tout, que peut-être ça puisse décontenancer ces artistes? Oui, décontenancer et même fragiliser et même parfois blesser ces artistes, ces auteurs d'art brut. Ça a été le cas à plusieurs reprises. D'autres fois, on peut aussi se dire que certains galeristes mettent en valeur et font connaître ces personnes qui sont dans le secret, le silence et la clandestinité, donnent à voir ces œuvres qui n'auraient jamais été présentées, parce que beaucoup de musées rechignent à montrer ces œuvres et ne considèrent pas ces œuvres comme de l'art. On me pose encore souvent la question, est-ce que l'art brut, c'est de l'art? Je crois en fait que de toute façon, si l'on craint le marché de l'art brut, eh bien il faut en tout cas pas s'en étonner. Je crois qu'aujourd'hui, évidemment, dans notre société, on sait bien que beaucoup de choses, ou presque tout, se vend et s'achète. Donc, évidemment, immanquablement, on allait y arriver. Ce qu'il est important de faire, c'est le plus possible et le plus souvent donner à voir à un plus grand nombre de personnes ces œuvres-là, parce qu'en fait, elles enseignent. Moi, je crois que ces œuvres-là enseignent, elles développent non pas seulement l'émotion, parce qu'en fait, on est ému devant ces œuvres, mais on est aussi interpellé, interrogé. Et je pense que c'est ce qui est une des grandes forces de l'art brut, c'est que ça parle au cœur comme à l'esprit. On s'interroge, on se demande qu'est-ce que l'art, qui est artiste, qu'est-ce que signifie ce statut de l'artiste, qu'est-ce que signifie suivre une école d'art, est-ce qu'une personne qui n'a pas appris les règles artistiques peut s'exprimer, comment fait-elle, comment dans notre société faire connaître son œuvre alors même qu'on n'est pas inscrit dans ce système des beaux-arts. Ça aussi, c'est une grande question. On entre dans une galerie ou dans un musée, on sait très bien qu'une œuvre de grand format sera toujours plus cher et aura une valeur même d'assurance beaucoup plus chère qu'une œuvre de petite dimension. On peut s'interroger. C'est une chose qu'on accepte de manière, d'emblée, on l'accepte. Ça paraît évident, ouais. Ça paraît évident, mais pourquoi en fait? Il y a des œuvres de petite dimension, il y a même de petites œuvres de Paul Klee qui sont absolument sublimes et de grandes toiles qui sont mineures. Il en va de même pour les techniques. Par exemple, un dessin sera toujours moins cher qu'une huile, alors qu'il y a des dessins qui sont majestueux, qui sont des œuvres troublantes et qui vous marquent à vie. Il y a énormément de règles et de normes que l'on accepte sans rechigner, que l'on accepte sans s'interroger. Je crois que c'est ça aussi la force de l'art brut, c'est que ça nous pousse à nous interroger et que ça nous pousse à trouver des nouvelles idées et que surtout ça nous pousse à voir en fait qu'il existe une part créatrice au fond de chaque individu, et que en fait nous avons laissé sommeiller en nous cette part créative. Bien sûr. Ou alors elle a été soumise à un dressage éducatif. Voilà. Je reprends les termes de votre livre. Oui, exactement. qui a étouffé les facultés d'expression des individus. Oui, et rendons à César. Ce qui est à César, c'est Michel Thévaux, l'ancien conservateur de la collection de l'art brut, qui a utilisé cette expression-là, le dressage éducatif. On a, nous, des enfants, ou alors on a autour de nous des enfants, et on a tous remarqué qu'un enfant, lorsqu'il est en bas âge, 2 ans, 3 ans ou 4 ans, il a une relation vis-à-vis de l'expression artistique absolument spectaculaire, tout à fait naturelle et simple. Il entend quelques notes de musique et cela suffit pour que tout à coup il se mette à danser. Il a sous les yeux une feuille de papier, de la peinture et
très naturellement, il va dessiner. Il revêtra un habit, un masque, et hop, il est un personnage en un tournement. Alors, il ne s'agit peut-être pas de création artistique au plein sens du terme, il n'en demeure pas moins qu'il y a une relation vis-à-vis de l'expression artistique très simple, très naturelle, très immédiate chez les enfants qui d'ailleurs nous a tous complètement éblouis, nous a sciés. Et on remarque dans les sociétés occidentales que lorsque l'enfant atteint l'âge de 10 à 12 ans, eh bien sûr, il continuera de dessiner. Un jeune, un adolescent, où il continuera bien sûr de danser, mais ça sera sur la demande, ça sera de manière un peu inhibée et surtout en copiant, en calquant exactement les gestes. Les autres, ouais, exactement. Ouais. Donc, au fond, nous avons tous, tous les auditeurs et toutes les auditrices qui nous écoutent, nous avons tous, au fond de nous, cet enfant qui aimait dessiner, qui aimait danser sans aucune timidité, qui aimait chanter, qui aimait inventer, avec l'intuition qui était au rendez-vous et qui partait au galop à peine convoquions-nous l'imagination. Et en fait, c'est cette société qui développe certaines aptitudes. On sait bien que l'école, les programmes scolaires, que ce soit en Suisse, mais c'est la même chose en France, en Italie, en Angleterre, eh bien, développent certaines aptitudes liées aux langues, liées aux mathématiques, à l'informatique, etc., au détriment des heures absolument fructueuses et fécondes de l'expression corporelle, du dessin, de la musique, qui non seulement apprend sur le plan artistique, mais bien entendu aussi sur le plan de la rigueur, de l'apprentissage, du calcul, etc. Je crois qu'en fait, il s'agit vraiment maintenant de tirer la sonnette d'alarme et de vraiment déployer tout ce que nous pouvons déployer pour que les enfants, les adolescents puissent retrouver un tant soit peu cette part créative qui est en eux et qui a simplement besoin de ne pas sommeiller et qui a surtout pas besoin d'être totalement anéanti et même assassiné. Lucienne Perry, rapidement, parce qu'on va bientôt arriver au terme de cette émission. D'abord, juste très rapidement un mot sur ces artistes-là. Dès lors qu'ils sont repérés, il y a toujours... Moi, j'ai l'exemple en tête de Daniel Johnston, que Michel connaît. Je ne sais pas si vous connaissez Daniel Johnston, le musicien. Oui. J'avais vu un documentaire qui lui était consacré. J'avais vraiment le sentiment qu'il était entouré de vautours, qui exploitait à outrance le phénomène, en publiant évidemment des cassettes plutôt que des CD. C'est tellement en correspondance avec le personnage, et que lui-même, quand il voulait pas monter sur scène, était fortement poussé à coups d'anxiolytiques à y aller. Enfin voilà, moi j'avais une méfiance vis-à-vis de cet entourage-là. On peut se poser la question aussi pour les artistes de l'art brut, qu'effectivement on va débarquer chez eux des gens qui leur achètent les œuvres, une misère, qui seront ensuite revendus des fortunes. Alors c'est la grande histoire de l'art, vous allez me dire, mais là on a affaire quand même à des gens qui sont dans une faiblesse souvent psychologique, qui posent des questions de morale, non? Moi, d'éthique. Oui, bien sûr que ça pose des questions de morale et ça pose des questions éthiques fondamentales. Je crois en tout cas qu'il faut absolument respecter une personne qui, et ça m'est arrivé, dit « je ne peux pas me séparer de ces œuvres ». Il y avait d'ailleurs même des gens qui font un pied de nez à des gens qui veulent absolument conserver des œuvres ou s'approprier ou acquérir des œuvres. C'était arrivé à Michel Thévoux qui avait rencontré une dame qui tricotait et qui avait voulu acquérir les tricots absolument insolites et insensés. Et cette femme, lorsque Michel Thévoux lui avait dit « voilà, on aimerait pour la collection de l'art brut, vous achetez vos créations », elle a répondu « mais vous n'y pensez pas, monsieur, le soir ». Je défais tout. Voilà, c'était un extraordinaire pied de nez. Et je crois que cette histoire, eh bien, elle nous apprend à comprendre comment est-ce qu'un auteur d'art brut considère ses œuvres. Eh bien, il est vrai qu'une personne qui ne peut pas, bon, en l'occurrence, là, c'était vraiment impossible, mais une personne qui doit vivre avec ces œuvres-là, il faut absolument respecter cette manière de faire. Je crois aussi que les auteurs d'art brut, parfois, sont d'accord de se dessaisir de leurs œuvres parce qu'il arrive aussi souvent qu'ils n'éprouvent pas le besoin de conserver leurs œuvres et de les avoir près d'eux. Parfois, oui, ils ont besoin d'en conserver quelques-unes, mais très souvent, eh bien, ils les donnent, ils les détruisent, ils les jettent à la poubelle, parce qu'en fait, le moment primordial, c'est le moment de la création, c'est ce moment de fébrilité qui les enthousiasme et qui les font partir dans d'autres cieux. Et je crois que c'est important, en fait, de pouvoir respecter la manière avec laquelle eux travaillent.
Lucienne Perry, merci d'être venue nous voir. Je vous rappelle la publication de L'Art Brut dans une nouvelle version augmentée. Je signale également que demain, vous serez dans une nouvelle librairie. C'est la Page 2016, c'est le nom de cette librairie. Ça se trouve à la rue de Lausanne 29, à Payerne, à partir de 19h. Conférence de Lucienne Perry, autour de L'Art Brut évidemment. Et puis que vous dédicacerez votre livre le 5 novembre de 15h à 18h. Cette fois-ci, c'est à Lausanne que ça se passe. C'est au Bar Tabac, c'est rue Beauséjour 7. Merci d'être venue nous voir, Lucienne Perry. À très bientôt. Merci à vous.